Se sont-ils déjà demandé pourquoi Adolf Hitler a été autant haï après la Seconde Guerre mondiale? La réponse ne dépend pas d'une seule cause, mais d'un ensemble d'éléments qui se renforcent mutuellement. D'abord, il y a le résultat visible, matériel et quantifiable. La guerre la plus dévastatrice de l'histoire contemporaine, avec des dizaines de millions de morts, des villes rasées et des sociétés entières traumatisées. Ensuite, il y a le facteur politique. Hitler n'était pas un leader qui est tombé dans une guerre inévitable, mais le dirigeant qui a transformé l'expansionnisme, la violence et l'extermination en politique d'État. Et enfin, il y a le facteur moral et historique. Son nom est resté associé non à un épisode supplémentaire de brutalité guerrière, mais à une expérience qui a redéfini le XXe siècle, redéfini le droit international et laissé une marque permanente dans la mémoire mondiale. La haine envers Hitler après 1945 se comprend mieux si on le place au centre d'une équation simple. Intention, décision et conséquences. L'Allemagne nazie n'a pas été le premier régime autoritaire, ni la première puissance à provoquer une guerre. Cependant, sous Hitler, la guerre est devenue un outil explicite de projet politique. Et ce projet a été exécuté avec des méthodes qui ont élevé la violence à un niveau systématique. Après la défaite, le monde n'a pas seulement découvert les ruines d'un pays vaincu, il a aussi dû contempler des documents, des ordres, des témoignages, des camps, des fosses et des archives sur le plus grand génocide de l'histoire. D'autre part, Hitler a conduit l'Allemagne à la catastrophe. Même si l'on observait le phénomène uniquement du point de vue allemand, la figure d'Hitler était liée à l'effondrement absolu. Défaite militaire totale, occupation, partition du pays, millions de morts, faim, déplacements massifs et une destruction des infrastructures qui a mis des années à être inversée. Un leader peut être haï pour ses idées ou ses méthodes, mais Hitler a aussi été haï pour le résultat final de son mandat. Pas la gloire promise, mais l'effondrement. Du point de vue de l'Europe, sa responsabilité historique a été perçue de manière encore plus large. La guerre initiée et étendue par le régime nazi a transformé le continent en un champ de dévastation. Des pays entiers ont été envahis, occupés et soumis à des régimes de terreur. Des populations civiles ont vécu sous des bombardements, la répression, la faim et le travail forcé, et l'économie européenne a été réorganisée pour la guerre, avec des ressources détournées vers la machine militaire allemande. À la fin du conflit, la carte humaine était celle d'un désastre. D'énormes pertes civiles, des régions entières détruites et des mouvements forcés de population à l'échelle continentale. Cet impact, à lui seul, fait d'Hitler un symbole de ruine. Mais la haine d'après-guerre ne s'est pas uniquement fondée sur la destruction physique. Elle s'explique aussi par le fait qu'Hitler a été identifié comme le principal responsable d'avoir imposé une logique de guerre totale. Cela signifie une guerre qui ne se limite pas au front, mais qui traverse toute la vie sociale. Économie, éducation, propagande, culture, contrôle policier, persécution politique et mobilisation illimitée des ressources humaines. À mesure que le conflit avançait, le régime nazi durcissait ses méthodes, élargissait le contrôle interne, poursuivait les dissidences et plaçait l'obéissance et la discipline au-dessus de tout critère humanitaire. Dans ce cadre, Hitler n'était pas seulement un commandant en chef. Il était le centre politique d'un système qui exigeait une loyauté absolue et qui ne reconnaissait aucune limite morale. Il y a un autre élément clé, la différence entre la haine chaude de la guerre et la haine froide de l'après-guerre. Pendant le conflit, Hitler était haï par les ennemis militaires du Reich et par ceux qui subissaient l'occupation. Mais après 1945, la haine s'est consolidée de manière plus profonde, car le monde a eu le temps de comprendre la véritable ampleur de ce qui s'était passé. L'après-guerre n'a pas été seulement une reconstruction, c'était aussi une enquête, des témoignages, des procès, une ouverture des preuves, des reportages, des photos, des films, des rapports et des archives. La figure d'Hitler dans ce processus est devenue le nom propre qui résumait un phénomène. Pour la mémoire collective, le nazisme avait un visage, et ce visage était celui d'Hitler. De plus, Hitler a été haï parce que son régime a laissé un enseignement négatif. Il a montré ce qui peut arriver lorsqu'une société moderne se met au service d'une idéologie qui normalise la violence. Cela le rend, aux yeux de l'histoire, plus qu'un dictateur traditionnel. Il a été le leader d'un État qui a combiné la propagande de masse, un appareil policier, la militarisation sociale et une administration technique. Après la guerre, de nombreux pays ont interprété que la menace n'était pas seulement l'Allemagne, mais le modèle. L'exemple de la manière dont un leader charismatique peut transformer la frustration sociale en adhésion fanatique et transformer l'État en outil d'oppression.
Hitler est ainsi devenu un symbole d'avertissement. Il y a aussi un aspect politico-diplomatique qui renforce la haine. La Seconde Guerre mondiale n'a pas pris fin par un accord négocié, mais par une reddition inconditionnelle, une occupation et une réorganisation internationale. La défaite allemande est devenue une référence fondatrice de l'ordre postérieur. Création et consolidation des institutions internationales, redéfinition des frontières et établissement de cadres juridiques issus de l'expérience de la guerre et des crimes associés. Dans ce récit, Hitler est resté dans le rôle de l'antagoniste historique, la figure à partir de laquelle le monde a justifié la nécessité de nouveaux accords. Cependant, pour comprendre la haine envers Hitler, il faut éviter une simplification. Ce n'est pas seulement parce qu'il a perdu. Dans l'histoire, de nombreux leaders défaits ont été traités comme des adversaires vaincus, non comme des emblèmes universels du mal. Ce qui est particulier chez Hitler, c'est que sa défaite a laissé apparaître une architecture de violence qui allait bien au-delà de la guerre conventionnelle. Ce point n'a pas encore été développé en détail ici, mais il apparaît déjà comme une ombre dans le premier bilan. On ne le hait pas uniquement pour la guerre qu'il a provoquée, mais pour le type de guerre et le type d'État qu'il a consolidé. Sur le plan interne allemand, la haine ou le rejet ultérieur a aussi été alimenté par une rupture, le contraste entre la promesse et le résultat. Hitler avait construit une légitimité politique en offrant une reprise économique, une unité, de la fierté nationale et de l'expansion. Mais à la fin du chemin, l'Allemagne était détruite, moralement discréditée et territorialement altérée. Après 1945, même de nombreux membres du régime ont eu des incitations à se distancer. Et en même temps, les secteurs qui avaient souffert de la persécution politique, de la censure et de la répression ont trouvé dans la chute du régime la confirmation de ce qu'ils avaient dénoncé. Avec le temps, ce processus a renforcé l'idée d'Hitler comme une figure négative centrale, même au sein du pays qu'il avait suivi. L'Holocauste, un crime industriel et un symbole universel du mal étatique. La haine envers Hitler après 1945 devient qualitativement différente lorsque la guerre cesse d'être seulement une destruction militaire pour devenir aussi une révélation. L'après-guerre a exposé avec clarté que le régime nazi n'était pas uniquement une dictature expansionniste, mais un État qui a conçu et exécuté un programme de persécution et d'extermination à l'échelle continentale. Dans cette découverte, la figure d'Hitler est restée associée au crime le plus emblématique du XXe siècle, l'Holocauste, compris comme la persécution et l'assassinat massif des Juifs européens et, parallèlement, d'autres populations considérées comme indésirables par le nazisme. Ce point n'est pas accessoire. Il explique pourquoi la haine envers Hitler ne se limite pas à un rejet politique, comme c'est le cas pour de nombreux leaders de guerre, mais devient une condamnation morale globale. La guerre laisse des victimes, des ruines, des déplacements, de la faim. Mais l'Holocauste introduit une autre dimension. L'idée qu'un État moderne, avec des fonctionnaires, des budgets, des listes, des trains, des archives et des hiérarchies, a pu se consacrer à tuer systématiquement une population pour des raisons idéologiques. Dans la mémoire postérieure, Hitler est devenu le nom propre qui résume cette expérience. Pendant la guerre, une partie de cette réalité circulait comme une rumeur, une dénonciation partielle ou une information fragmentaire. Mais après 1945, des preuves physiques, des témoignages de survivants, des documents bureaucratiques et un univers de traces matérielles ont rendu impossible de nier l'ampleur. Les armées alliées ont trouvé des camps, des prisonniers, des dépôts, des cadavres, des infrastructures de détention massive. Et au fil des mois et des années, le monde a appris davantage. Non seulement l'horreur, mais aussi la méthode. Cette méthode, à elle seule, est devenue un facteur alimentant la haine. Il ne s'agissait pas de violence chaotique, mais d'un plan. L'Holocauste a été perçu comme l'aboutissement d'une logique qu'Hitler a impulsée depuis le centre du pouvoir. Et ici se pose une discussion historique importante. Comment attribuer la responsabilité directe? Quel degré de détail opérationnel avait le leadership? Comment les ordres étaient-ils transmis? Quel rôle ont joué les institutions du régime? Ce qui est décisif pour la mémoire publique, c'est qu'Hitler était le chef de l'État, le leader du parti et le symbole idéologique. Sans Hitler, le nazisme ne se comprend pas. Et sans nazisme, l'Holocauste tel qu'il s'est déroulé ne se comprend pas. Cette connexion a figé sa figure comme principal responsable moral et politique. Pourquoi l'Holocauste engendre-t-il une condamnation aussi persistante? Parce qu'il combine plusieurs éléments qui le rendent universellement intolérable.
D'abord, la sélection par identité, on a persécuté des personnes en raison de leur origine, non pas en fonction de leurs actions individuelles. Cela brise le principe fondamental de justice que de nombreuses sociétés reconnaissent, la responsabilité personnelle. Ensuite, l'échelle, des millions de victimes. Troisièmement, la rationalité technique, l'utilisation des transports, des registres, des camps, la coordination interétatique et une chaîne de commandement qui fonctionnait. Et enfin, l'intention. Ce n'était pas un excès de guerre, mais un objectif politique. Cette combinaison fait que le crime est perçu comme un abîme moral. De plus, l'Holocauste est devenu un symbole universel parce qu'il a mis à l'épreuve les idées que l'Europe moderne avait sur elle-même. L'Europe se pensait comme héritière de l'illustration, des sciences, du droit, de la culture. Le nazisme a montré que ces outils pouvaient être utilisés pour l'opposer, pour classer, exclure, déporter et exterminer. Cette trahison de l'idée de civilisation a fait d'Hitler une figure particulièrement haïe. Il n'était pas seulement un chef brutal. C'était le leader d'un État qui a utilisé la modernité pour détruire. Un autre élément qui a consolidé la haine était la dimension de déshumanisation officielle. Le régime nazi a construit un langage qui a transformé les Juifs en menaces biologiques, en conspirations politiques et en parasites sociaux. Ce langage ne s'est pas limité au tract. Il est devenu une politique, une éducation, une propagande et une pratique. Après la guerre, en reconstruisant cette chaîne, le monde a compris que l'extermination n'avait pas été un accident. C'était l'aboutissement d'un processus, et au sommet de ce processus se trouvait Hitler comme figure de référence. Contrairement à d'autres violences massives historiques, l'Holocauste a laissé une empreinte documentaire très large, car il a été exécuté par un État bureaucratique. Des documents de déportation, des listes, des ordres, des rapports, de la correspondance, des statistiques, des confiscations. Ces preuves ont été centrales dans les procès d'après-guerre et dans la formation de la mémoire historique. Et plus un crime est documenté, plus il est difficile de le relativiser. La dimension judiciaire compte aussi. Les procès ultérieurs ont créé un langage de condamnation et de responsabilité. Même lorsque Hitler était déjà mort, son régime a été jugé à travers ses principaux dirigeants et ses institutions. Dans ce cadre, Hitler est apparu comme l'architecte politique du système. La justice ne pouvait pas le condamner physiquement, mais l'histoire pouvait lui attribuer un rôle central. Et cette attribution est devenue pédagogique. Elle servait à expliquer le crime aux nouvelles générations, à avertir contre le totalitarisme et à construire des normes internationales contre les génocides et les crimes de guerre. La haine a aussi été renforcée par le contraste entre le culte du leader et le résultat moral. Hitler a été présenté par le régime comme une figure presque providentielle, le sauveur de la nation, le guide historique. Après 1945, cette image a été complètement inversée et est devenue son opposé, le leader qui a conduit sa société vers le crime. Cette inversion est puissante car elle attaque le noyau de sa légitimité. Non seulement il est considéré responsable d'une défaite, mais aussi d'une dégradation morale collective. À l'échelle mondiale, l'Holocauste a aussi réorganisé la manière dont le mal politique est compris. Dans les décennies suivantes, Hitler est devenu une référence comparative. On le mentionne pour marquer la limite de l'inacceptable, pour définir l'intolérable, pour avertir contre les discours de haine. En ce sens, la haine envers Hitler n'est pas seulement une émotion historique, elle est aussi une ressource culturelle qui fixe un « jamais plus ». Et plus cette référence est utilisée, plus sa figure se solidifie comme un symbole négatif. Il est important de dire les choses clairement. La haine envers Hitler est devenue si persistante parce que l'Holocauste n'a pas été seulement une tragédie juive. C'était un événement qui a changé la façon dont le monde pense la relation entre l'État et la citoyenneté, entre la loi et la morale, entre la science et l'éthique. Après 1945, de nombreux pays et organisations internationales ont adopté l'idée que certains actes doivent être condamnés sans ambiguïté et que l'État ne peut pas être une excuse. Dans ce retournement moral et juridique, Hitler est resté comme l'exemple principal de ce qui se passe lorsque le pouvoir absolu se combine avec une idéologie d'exclusion. Propagande, mythe et mémoire. Comment le monde a appris à le haïr? La haine envers Hitler après 1945 ne s'explique pas uniquement par ce que le régime nazi a fait, mais aussi par la manière dont ce qui s'est passé a été raconté et enseigné. L'après-guerre n'a pas été seulement une reconstruction matérielle, c'était aussi une construction de mémoire. Et dans ce processus, Hitler est devenu une figure centrale pour une raison pratique. Les événements étaient massifs, complexes et multinationaux.
Mais l'esprit humain a tendance à ordonner le chaos autour de symboles. La dévastation de la guerre et l'extermination avaient besoin d'un nom, d'un visage, d'une biographie qui permettait d'expliquer, résumer et avertir. Hitler a occupé cette place. Il y a un point décisif. Le nazisme lui-même avait créé un culte du leader. Hitler n'était pas présenté comme un simple fonctionnaire, mais comme l'origine de la légitimité du système. Les institutions du régime, la propagande et les rituels du parti insistaient sur le fait que le Führer était la personnification de la nation, l'interprète du destin historique et la source de la volonté politique. Ce choix propagandiste, qui avait été clé pour construire l'adhésion de son vivant, s'est retourné contre le régime après la défaite. Si Hitler était le centre de tout, il serait aussi le centre de la condamnation. De plus, après 1945, il y avait un besoin moral et politique de fixer un récit clair. La guerre avait laissé une Europe fracturée, une population traumatisée, des millions de déplacés, et un monde qui entrait rapidement dans une nouvelle tension internationale. Dans ce contexte, le nazisme est devenu l'exemple ultime de ce qu'il fallait éviter, et Hitler en était le symbole. C'était une manière de délimiter le mal politique avec une clarté qui aidait à réorganiser les valeurs, démocratie, droits de l'homme, limite au pouvoir de l'État. La figure d'Hitler servait de point de contraste, tout ce qu'une société ne devait pas tolérer. La mémoire a été construite à travers 3 grands canaux qui ont renforcé la haine: la documentation, les procès et la culture populaire. D'abord, la documentation. L'enregistrement photographique et cinématographique de la guerre, et en particulier des camps et des corps. L'image a un pouvoir particulier parce qu'elle semble éliminer la distance. Elle ne demande pas de connaissances préalables pour émouvoir, elle montre simplement une réalité. Ensuite, les procès. L'après-guerre a produit un cadre narratif juridique. Le droit ne se contente pas de punir, il définit aussi. Lorsqu'un tribunal déclare que certains actes sont des crimes contre l'humanité ou des génocides, il fixe une lecture historique. Hitler, bien qu'il fût mort, apparaissait comme l'origine d'un régime criminel. Le langage judiciaire a contribué à transformer la condamnation morale en catégorie institutionnelle. Ce processus a alimenté la haine non pas comme une passion, mais comme une conviction collective. Il ne s'agissait pas de mon opinion, mais d'un crime prouvé. Et cette certitude a été transmise dans l'éducation, la presse et la politique. Troisièmement, la culture populaire, cinéma, littérature, documentaires, séries, romans, essais journalistiques. Dans les décennies suivantes, Hitler est devenu un personnage historique omniprésent, mais presque toujours dans le rôle d'antagoniste absolu. La culture populaire a fait quelque chose que l'historiographie ne cherche pas nécessairement à faire: simplifier pour que le public comprenne rapidement. Dans cette simplification, Hitler est resté fixé comme le vilain total. Cela ne signifie pas que l'histoire académique est de la propagande, mais que la consommation culturelle de masse a tendance à renforcer les symboles. Et quand un symbole se répète, il devient partie intégrante du sens commun. Cependant, cet apprentissage de la haine n'a pas été uniforme ni immédiat. Dans l'immédiate après-guerre, il y avait des tensions sur la manière dont chaque société a traité l'expérience. En Allemagne, par exemple, la reconstruction morale a été complexe. Il y a eu une dénazification, des procès, mais aussi des silences, des excuses et des déplacements de la culpabilité. Dans les pays occupés, la mémoire s'est mêlée aux récits de résistance, mais aussi au débat sur la collaboration. En Union soviétique, le récit s'est centré sur la Grande Guerre patriotique et le sacrifice massif. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, une lecture s'est consolidée qui unissait libération, victoire et condamnation morale du nazisme. C'est-à-dire, la mémoire était plurielle. Mais malgré ces différences, le nom d'Hitler a réussi à unifier un point commun, la figure qui permettait d'expliquer le désastre. La haine envers Hitler a aussi été alimentée par une forme particulière de pédagogie, l'idée de la leçon historique. Dans les écoles, les musées et les commémorations, le nazisme a été présenté comme un avertissement contre le racisme, l'antisémitisme, l'autoritarisme et la déshumanisation. Hitler devient le visage de cet avertissement. Cette pédagogie ne cherche pas seulement à se souvenir, elle cherche à prévenir. Et pour prévenir, elle a besoin d'un symbole clair. Ainsi, la haine envers Hitler devient un outil culturel. Non seulement nous le rejetons, mais nous le rappelons pour ne pas le répéter. De plus, Hitler incarne un phénomène qui inquiète beaucoup de sociétés, la possibilité qu'une population moderne soutienne un projet criminel. La question « Comment cela a-t-il été possible ?»
est devenu central dans l'après-guerre. Et lorsqu'on cherche une explication, il est plus facile de se concentrer sur le leader, son charisme, son discours, sa manipulation. Cette focalisation n'épuise pas le problème, mais produit une réaction émotionnelle forte. Le leader apparaît comme l'homme qui a hypnotisé une nation. L'idée de manipulation de masse alimente la haine, car elle suggère une trahison. Il n'a pas seulement fait du mal, mais il l'a fait en séduisant, promettant, en trompant. L'image même d'Hitler a contribué à cela. Son style rhétorique, sa théâtralité, ses gestes, sa manière de parler, ses symboles, tout cela a été enregistré dans des films. Contrairement aux leaders précédents, Hitler appartient à l'ère audiovisuelle. Et l'audiovisuel intensifie le dégoût. Il permet de voir l'homme et pas seulement de lire à son sujet. Cette proximité visuelle rend la haine plus concrète, plus personnelle. Ce n'est pas un nom abstrait du passé. C'est un visage qui bouge, crie, gesticule et qui est associé à des conséquences atroces. Avec le temps, de plus, Hitler est devenu un point de référence morale dans les débats politiques contemporains. On l'utilise pour marquer des dangers: autoritarisme, suprémacisme, persécution des minorités, propagande de masse. Cela génère un effet de rétroaction. Chaque fois que sa figure est invoquée comme avertissement, elle renforce sa place comme symbole du mal politique. Et comme ces débats se déroulent à différents moments, Hitler revient sans cesse sur la scène publique comme une comparaison limite. Il existe aussi un élément de saturation. Hitler est probablement le leader du XXe siècle le plus étudié, documenté et représenté. Paradoxalement, cette omniprésence ne réduit pas la haine, elle la stabilise, parce que sa figure s'intègre à la culture mondiale comme un archétype. Dans de nombreuses langues, son nom est devenu synonyme de dictateur génocidaire. Et lorsqu'un nom devient synonyme, il ne dépend plus d'une connaissance détaillée. Il devient le sens commun moral. En même temps, cette construction culturelle produit des tensions. La simplification peut masquer des responsabilités collectives ou institutionnelles et peut créer une illusion. Tout était de la faute d'un seul homme. Cependant, même lorsque l'historiographie insiste sur la complexité, la figure d'Hitler continue de tenir une place centrale pour une raison. Il a été le sommet de la légitimité, le leader qui représentait la synthèse du projet. Et la mémoire publique a besoin de points de repère. Au fond, le monde a appris à haïr Hitler parce qu'il l'a intégré comme leçon et comme symbole. Les preuves du crime et de la dévastation ont offert la matière première. Les procès et le droit ont offert le langage et le verdict. L'éducation et la culture populaire ont offert répétition et transmission. À partir de là, la haine devient stable, non pas tant comme une émotion vive de ceux qui étaient là, mais comme un consensus moral hérité. Héritage et utilisation contemporaine. Pourquoi sa figure reste un tabou mondial? La haine envers Hitler ne s'est pas figée en 1945 comme un jugement sur une période historique close. Elle a persisté parce que sa figure n'est pas restée confinée dans les archives. Elle est devenue un tabou mondial, un symbole qui réapparaît chaque fois que le monde discute de l'autoritarisme, du racisme, de la propagande ou de la violence politique. En d'autres termes, Hitler n'est pas haï seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il représente comme menace récurrente. La possibilité que des idées similaires retrouvent à nouveau un public, du pouvoir et de la légitimité. C'est un point crucial pour comprendre pourquoi, contrairement à d'autres dirigeants de guerre, son nom continue de susciter un rejet immédiat, même chez les générations qui n'ont pas vécu le conflit. Dans l'imaginaire contemporain, Hitler fonctionne comme le maximum de l'inacceptable. Cela crée un effet culturel double. D'une part, sa figure est utilisée comme avertissement. D'autre part, elle est protégée par une clôture morale, légale et symbolique pour éviter toute normalisation. Une première raison de cette persistance est que l'héritage du nazisme est devenu intégré dans l'architecture légale et politique du monde d'après-guerre. L'après-guerre a impulsé des cadres internationaux et nationaux orientés vers la prévention des crimes de masse. Conventions, tribunaux, définition du génocide, des crimes contre l'humanité et l'idée que certains actes ne se prescrivent pas moralement. Dans ce contexte, Hitler n'est pas seulement un dictateur du passé. Il est le cas paradigmatique qui justifie l'existence de ces normes. Tant que ces normes seront en vigueur, le nom d'Hitler restera le point de référence négatif qui les soutient. La deuxième raison est le lien direct entre Hitler et un phénomène contemporain qui n'a pas disparu, l'extrémisme politique, sous ses multiples formes. Depuis 1945,
il y a eu des mouvements néo-nazis, des suprématistes et des groupes qui tentent de réhabiliter des symboles ou des discours du Troisième Reich. Bien qu'ils soient minoritaires, leur existence maintient Hitler dans une position particulière. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est un symbole que certains tentent de se réapproprier. Et chaque tentative de réappropriation réactive le rejet social. La haine, en ce sens, fonctionne aussi comme une défense culturelle, une manière de fermer la porte. En lien avec cela, il y a la question du négationnisme et du révisionnisme. Dès l'après-guerre, il y a eu des courants qui ont tenté de minimiser, relativiser ou nier les crimes nazis. Face à cela, de nombreuses sociétés ont renforcé la mémoire par plus d'éducation, plus de musées, plus de recherche et, dans certains pays, même des restrictions légales sur la propagande nazie ou le négationnisme. Le résultat est qu'Hitler est devenu un symbole protégé par la mémoire institutionnelle. Lorsque quelque chose est discuté ou nié, cela devient souvent plus visible dans l'espace public. Ainsi, la tentative de révisionnisme ne réduit pas la condamnation, elle la consolide souvent. Il y a également un facteur moral universel. Hitler est associé à une idée particulièrement inquiétante, celle de la déshumanisation légitimée. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'État a commis des crimes, mais qu'il a construit un récit moral qui les faisait paraître vertueux. Pureté, nettoyage, grandeur, destin. Ce mécanisme est un danger qui peut réapparaître sous différentes bannières. C'est pourquoi, dans les débats contemporains sur la discrimination ou la propagande, Hitler reste l'exemple extrême. Son nom fonctionne comme une alarme. Il rappelle que les discours de haine, lorsqu'ils deviennent politiques, peuvent se terminer par une violence de masse. Le tabou se nourrit également de la manière dont la culture mondiale a construit des règles informelles autour de sa figure. Dans de nombreuses sociétés, il est socialement inacceptable de plaisanter sur Hitler dans certains contextes, d'utiliser des symboles nazis comme provocation ou de relativiser son rôle. Ce consensus peut varier d'un pays à l'autre, mais il existe une norme transversale. Hitler est un emblème qu'on ne touche pas à la légère. Cette norme n'est pas seulement morale, elle est aussi politique et éducative. Il est explicitement enseigné que sa figure représente une rupture civilisationnelle. Et quand quelque chose est enseigné comme une rupture, cela devient un tabou. Une autre raison pour laquelle Hitler reste détesté est que son histoire est liée à une discussion permanente sur la responsabilité collective. De nombreuses sociétés européennes ont dû faire face à des questions gênantes. Collaboration, antisémitisme préexistant, participation bureaucratique, indifférence, bénéfices matériels. Hitler, en tant que figure centrale, joue une fonction psychologique dans cette discussion. Il permet de concentrer le mal sur un symbole externe, mais il oblige aussi à se rappeler qu'il n'a pas agi seul. Cette tension garde sa figure au centre du débat historique. Et là où il y a débat, il y a actualité. Dans le monde actuel, de plus, la circulation de l'information et de la désinformation amplifie le phénomène. Les réseaux sociaux, les forums et les plateformes permettent aux discours extrêmes de voyager plus vite et de trouver des niches. Cela renforce la nécessité d'une mémoire active et donc renforce la place d'Hitler en tant que symbole négatif. Ce n'est pas parce qu'on en parle pour le plaisir, mais parce qu'on l'invoque pour marquer des limites. La répétition du symbole dans des contextes d'alerte maintient vivante la condamnation. Il existe également un composant d'empathie historique. À mesure que le témoignage des survivants s'est consolidé, et plus tard leurs archives écrites et audiovisuelles, l'expérience humaine de l'Holocauste est devenue partie intégrante de la conscience mondiale. Bien que les survivants diminuent avec le temps, leurs témoignages persistent et avec eux persiste le lien émotionnel avec les victimes. Ce lien produit une réaction stable de rejet envers le plus grand responsable symbolique. Hitler reste fixé comme le nom incarnant le déni total de la dignité humaine. En parallèle, Hitler est devenu une ressource narrative du mal politique moderne. Chaque génération le redécouvre dans son propre langage, comme avertissement contre le culte du leader, contre la manipulation des masses, contre le mensonge devenu État, contre la persécution des minorités. En ce sens, la haine envers Hitler remplit une fonction sociale. Elle ne condamne pas seulement le passé, mais tente de protéger le présent. Et quand une émotion collective remplit une fonction, elle a tendance à persister. Enfin, il existe une raison symbolique qui le distingue des autres leaders vaincus. Hitler n'a pas terminé sa vie par un procès ni par l'exil, mais par un suicide et un effondrement. Cela a laissé un vide judiciaire, mais pas un vide moral. L'impossibilité de le juger de son vivant a poussé l'histoire à le juger avec plus d'intensité.
Sa mort n'a pas clos l'affaire. Elle l'a transformé en mythe négatif, le leader qui a détruit et qui s'est ensuite échappé du tribunal. Dans la mémoire publique, cette issue finale renforce le rejet. Il n'y a eu aucune réparation possible face à lui, seulement la certitude que son projet a poussé la violence étatique à son extrême. C'est pourquoi sa figure reste un tabou mondial, parce qu'elle est liée au fondement de l'ordre moral postérieur à 1945. Parce que son image s'est réactivée à chaque discussion sur les extrémismes. Parce que le négationnisme et la réappropriation maintiennent la vigilance. Et parce qu'au fond, Hitler est devenu un symbole utile pour la conscience politique moderne. L'exemple ultime de ce qui se passe lorsque la haine devient un mécanisme de l'État.